Donc la question de microcrédit m'intéresse énormément avec les différentes casquettes que je porte. Donc merci encore une fois pour votre présentation qui était très claire et très pertinente. Alors ma question c'est, vous avez parlé des microcrédits qui doivent s'empiler vers des diplômes, des DI ou des masters. Donc comment ces microcrédits doivent s'empiler? Est-ce que si j'ai bien compris, est-ce que c'est en termes de nombre d'heures on peut les convertir en diplôme, en master? Si c'est bien ça, qu'il sera, donc ça va être un diplôme après un master personnalisé en fonction des microcrédits que l'apprenant a mis en place. Est-ce que c'est clair? Alors, c'est ça et c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de cumuler les heures pour avoir une licence ou un master. Il faut qu'il y ait évidemment une cohérence. Donc, par exemple, l'Université d'Irlande ont prédéfini en fait des paquets, des modules qui peuvent être empilés ensemble. Parce que, et donc en fait, il faut faire des catalogues avec des choses qui, mises bout à bout, peuvent être empilées, mais évidemment, si on empile 10 cours de 6 ECTS qui n'ont rien à voir, 10 microcrédits de 6 ECTS qui n'ont rien à voir, ça ne donne pas une première année de licence ou un master. Donc il faut qu'il y ait une cohérence et que ce soit regroupé pour pouvoir être mis en relation avec, alors chez nous on appelle ça des mentions, une licence de physique, une licence de mathématiques, voilà, des choses plus spécifiques. Après, on pourrait définir des choses transverses avec des nouvelles disciplines, mais même s'il y a des choses à la carte, il pourrait y avoir des modules de blocs obligatoires et d'autres laissés au choix. Voilà. Ça ne peut pas être tout et n'importe quoi qui s'empile. Et on disait ce matin aussi, il y a des compétences qui deviennent obsolètes. Donc, on ne peut pas mettre 15 ans à empiler ces crédits, même si c'est cohérent. Il se peut que le microcrédit accumulé il y a 10 ans ne soit plus valide. Ok, merci. Professeur Mohamed Nasri à l'Institut supérieur de technologie médicale et référent scientifique auprès de l'ETA. Je vais poser plutôt une question à travers vous pour nous, les responsables de notre enseignement supérieur. Parce que pourquoi les microcrédits? Le pourquoi? Je peux placer cette question dans la grande problématique qui est la dualité entre formation et employabilité. Parce que là, vous nous aurez parlé de votre expérience européenne, mais est-ce qu'elle s'applique et comment elle va s'appliquer dans le cadre de la formation en Tunisie et dans les conditions matérielles qui peuvent nous permettre d'appliquer cette certification. Il faut revenir un peu à l'histoire, parce que si on a conçu ces microcrédits, c'est pour corriger certaines déviances ou certains manquements à notre façon de former nos compétences. La base de cette problématique de la dualité formation-employabilité, c'est la mauvaise adéquation, ou l'absence d'adéquation entre la formation et le besoin réel des machines, en profil de compétences. D'ailleurs, on parle toujours de la qualité, de l'essence de la qualité. Si je vous pose quelle est la définition de la qualité, vous allez poser la question à cette salle, vous aurez autant de réponses que j'ai de présentes à cette salle. Mais moi, je vous dis, d'après ma conception, la qualité, tout simplement, c'est la satisfaction du client. Un produit de qualité, c'est un produit qui satisfait le client, qui répond à ses besoins. Nous produisons des profils de compétences. Si ces compétences ne trouvent pas preneurs ou des employeurs, c'est que nous sommes en train de former à côté de leurs besoins.
Donc, vous savez en Tunisie comment on conçoit les plans de formation. C'est les académiciens de la base, etc., les commissions, etc., et de former et d'établir un plan de formation sur 3 ans, c'est 5 ans, pour former certains types de compétences ou groupes de compétences. C'est une mauvaise façon de faire. Donc, et on sera obligé peut-être plus tard pour corriger ou pour rectifier, etc. Donc, si je parle de la définition de la qualité qui est la satisfaction de l'étudiant, donc il faut utiliser d'une façon parfaite les critères de ce besoin. Et à partir de ce besoin, ce sont généralement le monde socio-industriel qui devrait nous le fournir, parce que nous, académiciens, on a des connaissances sur le marché de l'emploi, mais pas autant que les professionnels eux-mêmes. Donc, au moins, ils nous mettent des références métiers. Et à partir de ces références métiers, et à partir des compétences de ce monde socio-industriel, qu'on peut concevoir des plans d'études qui répondent, c'est pratiquement une formation à la carte. Et c'est comme ça qu'on n'aura peut-être pas besoin de faire des micrologies. Former, c'est premièrement définir correctement un plan de formation. Et on ne peut pas définir correctement un plan de formation si on ne connaît pas le besoin réel. Et qui nous donne les critères de besoin réel? C'est celui qui va qui va utiliser ce produit. Bon. Et après, il me donne des compétences. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour définir, pour cadrer les responsabilités des deux partenaires dans cette égalité de formation employée, que sont les académiciens d'une part et des mondes de la formation professionnelle et le marché de l'emploi et le monde socio-économique et socio-industriel. Compétence, pour moi, c'est pour l'assurance qualité, pour la qualité, c'est aussi le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Nous, cette définition-là, autant qu'académicien, mon rôle, ça reste le savoir et un peu de savoir-faire. Mais le vrai savoir-faire, c'est dans la pratique, quand on met la main dans la pâte. C'est-à-dire qu'il faut que les industriels, parce que la meilleure formation, c'est la formation par la pratique. Ça reste le tout. Donc, à ce moment-là, pour former des compétences de qualité, autrement dit, qui répondent à un besoin bien identifié, il faut que les deux partenaires de cette égalité formation-employabilité se mettent ensemble, ou toutefois, c'est de fournir, c'est nous, académiciens, des référentiels métiers. Parce que certains métiers ont une durée de vie ou une demi-vie plus courte. Parce que ce sont des métiers dynamiques, évolutifs, dans l'informatique ou dans notre système. C'est-à-dire, à ce moment-là, on va être une course poursuite. On n'arrivera jamais. À ce moment-là, il vaut mieux, non seulement à partir du besoin pour définir un plan d'études, ce n'est pas le contraire, ce qu'on est en train de faire en Tunisie maintenant, c'est concevoir un plan d'études, après peut-être que ça va correspondre à un besoin. Et l'industriel vous dit, vous êtes en train de former des compétences qui ne répondent pas à nos besoins. Et le problème, on est là. Et ce problème, si je peux revenir un peu à l'historique, c'est dû à notre façon, ou à le système LND. Vous savez, madame, que nous sommes passés d'un système de 16 ans, 4 ans maîtrise, 2 ans de diplôme d'études approfondies, 3 ans de troisième cycle et 5 à 8 ans doctorat d'État. Ah, ce système de formation n'est pas assez rapide pour répondre à la besoin de marché parce qu'à ce moment-là, le monde occidental a besoin de compétences. Il faut raccourcir. On est passé de 16 ans à minimum 16 ans, à 10 ans, 4 ans de master, à maîtrise, pardon, 2 ans de DEA et 4 ans de docteur de spécialité. Et encore, ils ont trouvé que ce système n'est pas assez rapide pour répondre à la besoin du marché. On est descendu à un système de 8 ans, soit 2, 3, LND. Mais après, on se rend compte qu'on est en train, on est confondu vitesse et précipitation, et dans la précipitation, on a mal. Et on est là, on est en train, par synicologie, on est en train de corriger un système défaillant. Donc, comment résoudre ce problème? Peut-être parce que c'est pas rapide de changer tout un système de formation qui est le système lourd. Il y a aussi, il faut légiférer, il faut trouver, pour s'y informer, il faut impliquer les industriels directement par la définition de leurs besoins et aussi dans la conception des plans d'études,
dans la réalisation des plans d'études et dans l'évaluation de ces compétences. Donc après, ne me dites pas que vous avez formé des compétences qui ne vous servent à rien. Deuxièmement, Monsieur, est-ce que vous pouvez raccourcir oui. pour faire partager le temps? Merci. Parce que c'est une occasion, on a comme je peux se répéter, donc il vaut mieux que j'en profite. Dernièrement, pour qu'on puisse résoudre ce problème avec notre pallier à ces différences avec notre système, il suffit d'instaurer peut-être, en Tunisie, je parle ici, un système de recyclage des compétences désinformées, peut-être à travers ces microcrédits. C'est-à-dire que chaque institution, dans son domaine de spécialité, instaure une dynamique de recyclage pour les compétences qui n'ont pas été retenues par des microcrédits. Et merci pour la réponse. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, est-ce que vous avez des éléments de réponse? Très rapidement, hein, si vous regardez le plan d'action de notre projet, c'est exactement ça. C'est définition des compétences et des besoins avec les marchés de l'emploi, les industriels, les partenaires sociaux, etc. Et ensuite, soit on crée des pièces parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, soit on recycle, entre guillemets, certains cours qu'on adapte pour les découper en compétences, avec les compétences qu'on peut ajouter à partir de formations existantes. On peut, donc, grosso modo, on est d'accord. Après, je serais peut-être un tout petit peu moins catégorique de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, parce qu'on a quand même besoin de conserver un certain savoir, et on en a parlé ce matin, nos licences disciplinaires un peu classiques, qui peut-être ne servent pas le monde socio-économique tout de suite, mais il ne faut pas perdre le savoir quand même. Donc, on a quand même besoin de conserver certaines choses, mais l'idée, c'est pas de tout transformer, de conserver certaines choses, mais d'ajouter les besoins pour que nos étudiants, là je parle des soins en formation initiale, sortent de chez nous, des établissements d'enseignement supérieur, avec une bonne employabilité en plus, parce qu'on ne forme pas que les universitaires. Il faut continuer à former les universitaires aussi. Merci beaucoup. On manque de temps pour ces microcrédits dans le système académique tunisien. C'est parce qu'il n'y a pas de texte de loi qui permet d'encadrer ça. Ça, il faut ce matin, il semblait qu'il y avait des choses qui puissent être adaptées. Ok. Madame Kavra. Est-ce que je pose la question ou je réponds? La question, s'il vous plaît. Okay. Alors, la question. La chose la plus délicate, franchement, Madame Sabi, en Tunisie, que je vois personnellement et tout le monde connaît, c'est ce cloisonnement qui nous tue en Tunisie entre donc le monde académique et le monde socio-économique. Parce que finalement, qui dit microcrédit, donc tout le temps, il faut bien, on parle des besoins donc, du marché de l'emploi, c'est primordial. Malheureusement, moi-même, nous avons les commissions nationales sectorielles qui travaillaient, donc ce sont des experts, des enseignants donc, qui sont connus, etc. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à connaître, c'est pas leur travail, donc, franchement, de connaître les besoins du marché. Comment vous y arrivez? Parce que vraiment, grâce à cette alliance, moi, je vois que c'est une expérience donc, qui a bien marché chez vous. Comment vous avez su et pu donc, attirer le monde socio-économique, les professionnels? Malheureusement, nous avons notre collègue de l'UTICA qui est parti, mais vraiment, c'est notre souci hein, dans tout ça. Hein. À part les textes, à part c'est comment attirer les professionnels. Parce que nous avons une très petite expérience qui ne s'intègre pas directement, mais qui ressemble un petit peu, c'est la co-construction. La co-construction des parcours avec les professionnels selon leurs besoins. On frappe à la porte des professionnels. Quels sont leurs besoins? Ça s'appelle la formation à la carte. Mais c'est diplômante, curriculaire, autrement dit, pour donner un diplôme, licence ou master. Mais on a du mal à le faire parce que finalement, on sait parfaitement que les professionnels ne sont pas
comme les enseignants, ils cherchent toujours le profit. Comment vous avez donc réussi à attirer donc les professionnels? Merci. Alors j'avoue que c'est pas moi qui l'ai fait. C'est un travail en fait au sein de chaque université. Donc, par exemple, la Sorbonne Université, mais chez nos partenaires, c'est la même chose. On a des vice-présidents, des chargés de mission qui s'occupent des relations avec les partenaires extérieurs. Pour ça, on se sert de notre réseau d'alumni, c'est-à-dire des gens qu'on a formés et qui ont des postes importants aujourd'hui dans certaines entreprises et qui nous ont permis comme ça de rencontrer des dirigeants, d'établir des relations de confiance. Ils viennent faire des séminaires, on leur fournit des stagiaires. Donc il y a un travail de l'université avec ses partenaires du monde socio-économique à plusieurs niveaux. Et comme il y a ce travail à plusieurs niveaux, cette relation de confiance, eh bien, il y a quelqu'un qui est capable de prendre son téléphone à l'université, d'appeler quelqu'un et de dire voilà, on monte un projet pour faire ça, est-ce que vous pouvez être partenaire associé avec nous? Donc, et après, il faut leur courir après maintenant, pour leur dire maintenant, il faut travailler avec nous, on a besoin de vous interviewer, de discuter avec vous, de venir à des réunions. Pour l'instant, ça a l'air de marcher, on va voir jusqu'à quand. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui se travaille et souvent ça démarre avec les anciens étudiants qui ont pu intégrer tel ou tel grand groupe. Et c'est comme ça qu'on réussit à faire des choses avec eux. Ils interviennent dans les masters, ils viennent faire des conférences, il y a des gens qui vont faire des thèses. Donc il y a déjà des relations académique et ces personnes-là. Je veux bien, après votre permission, d'ouvrir une petite parenthèse ici. Lorsqu'on parle de compétences recherchées par le marché d'emploi, en Tunisie, de quel marché d'emploi on parle? Par exemple, c'est un questionnement, c'est plus questionnement qu'une question. Okay? C'est une invitation à la réflexion. Nous, chaque année, nous diplômons autour de 50 000, je pense, diplômés par année, mais une bonne partie partent à l'étranger. Donc, réellement, la demande d'emploi, une grande partie de la demande d'emploi, c'est à l'étranger. Nos jeunes trouvent une meilleure opportunité à l'étranger. Ils sont mieux payés à l'étranger, ils sont mieux accueillis à l'étranger. Donc, ils participent au développement de l'économie, du tissu économique en Europe, au Canada, aux États-Unis, beaucoup plus peut-être qu'en Tunisie. Donc réellement, lorsqu'on se fait l'exercice et on se pose la question par rapport à votre démarche, okay, on fait l'écoute du tissu industriel. Mais quel tissu industriel? Okay, est-ce que c'est le tissu industriel en Tunisie? Le périmètre est très étroit. Okay? Aussi, le tissu industriel est segmenté partout dans le monde. Okay? Nous, dans la chaîne de l'emploi, nous avons un segment qui est un segment de service en quelque sorte. Okay? Par exemple, en électronique, en automobile, on ne crée pas, okay? Nous ne travaillons pas dans les segments de fabrication ou développement, on n'est pas dans les segments qui ont plus de valeur ajoutée. Donc, si on regarde le marché en Tunisie, nous allons nous trouver très limités par les compétences qui sont demandées. Ce sont des compétences limitées en quelque sorte, okay, en grande partie. Donc, et ça nous pose en question, ça nous fait un frein en secteur d'enseignement supérieur. Ou bien on dit que les compétences recherchées, nous sommes un pays qui développe des compétences aussi bien pour la Tunisie qu'ailleurs. Est-ce qu'on a le courage de le dire? Ok, parce que la priorité c'est de développer les compétences pour le pays. Mais d'un autre côté, si on se focalise juste sur les entreprises et le tissu industriel tunisien, le tissu il est très limité. Si je parle par exemple, je prends un exemple, le secteur automobile, on va se trouver avec le câblage, okay, avec peu d'électronique. Est-ce que tout l'enseignement supérieur va se focaliser sur ça? Eh oui.
Si on parle de plusieurs secteurs, aérospatial, etc., on va se trouver avec quelques tâches dans le développement de... si on se focalise par exemple sur l'informatique, nous allons se trouver avec un bon tissu industriel en Tunisie, mais réellement c'est un secteur qui ne développe pas pour la Tunisie, mais réellement il développe pour les entreprises internationales. Donc réellement cette définition des compétences recherchées et que nous devons développer des microcrédits et développer des compétences, c'est une question qui, je dirais, il y a beaucoup de zones grises qui nous handicapent en quelque sorte. Okay? Je veux bien votre réflexion par rapport à ça. Et par rapport au propos de monsieur qui a intervenu. Donc, c'est ça. Par exemple, en Europe, j'avais ce complément. En Europe, vous avez commencé, par exemple, en Irlande, je pense à notre pays aussi, que vous avez commencé des entretiens avec les entreprises. En tout cas, c'est dans le plan. Bon, les entreprises, ils sont choisis comment? C'est dans quel périmètre? Par rapport au pays ou par rapport à l'ensemble de l'Europe? Ou vous regardez encore plus loin? Alors, ce qu'on commence par faire, c'est chaque pays regarde chez lui. Après, dans les entreprises, on a prévu interviewer, ça peut le mois prochain, je ne sais pas encore vous donner le résultat, mais certaines des entreprises sont des multinationales. Donc, KPMG, Pologne, fait partie de KPMG Monde. Après, c'est le besoin de KPMG en Pologne. Voilà, après, alors je ne sais pas exactement problématique, mais nos partenaires de Charles, la République tchèque ou de la Pologne vont avoir un peu les mêmes problématiques que celles que vous dites, c'est-à-dire que beaucoup de leurs étudiants, une fois bien diplômés, par exemple en informatique, vont préférer aller en Angleterre avec un salaire multiplié par quelque chose. Les Français, c'est pas quoi. Il y a de l'évaporation, mais bon, il y a quand même des gens qui préfèrent rester chez eux et on a besoin d'adresser aussi ces questions-là. Donc l'objectif, quand on fait les choses à plusieurs, c'est de regarder les besoins locaux et généraux et on va répondre aussi aux besoins locaux. Est-ce qu'il y a... Merci beaucoup. Merci pour la présentation, Madame Sabine. Merci, Silahpi, pour les interventions de tout à l'heure et pour ces interventions. En fait, juste, je veux partager avec vous quelques remarques et quelques informations. Tout d'abord, en tant que technicienne de la formation professionnelle, on a travaillé étroitement avec la Fondation européenne pour la formation. C'est une agence de l'Union européenne mandatée à mettre en œuvre un peu les orientations de ces pays en matière de développement de compétences pour une insertion professionnelle. Il y a tout un guide qui aide un peu les pays qui veulent, les systèmes qui veulent concevoir leur système de crédit selon des standards pour que ça soit fait en bonne et due forme et reconnu sur le plan national et international. Donc je peux partager ce guide avec vous et vous pouvez, c'est-à-dire vous baser un peu sur ce guide-là, parce qu'il y a des critères à satisfaire. Bon, heureusement pour notre système, parce qu'il vient d'être bouclé en termes de conception, ça répond à la plupart de ces critères. Voilà, donc je veux le partager avec vous pour voir un peu par rapport à votre plan d'action. Tout ce qui a été dit, c'est très important. Et c'est très important de un peu viser les lacunes, nos lacunes, en tant que système national éducatif. Ce que je peux partager avec vous en tant que responsable et des techniciens de l'enseignement supérieur, c'est que je pense qu'il y a des maillons qui sont encore vides et qu'il faut vraiment combler. Parce que pour arriver à répondre aux besoins du marché du travail, il y a une chaîne composée de maillons. S'il y a un maillon qui manque, ça va biaiser quelque part cette chaîne-là. De l'autre côté, on parle de stratégie
stratégie au niveau de notre ministère, on parle de stratégie nationale d'emploi sur le plan national, et récemment, on parle aussi de stratégie nationale d'emploi à l'international. Mais on vise le national tout d'abord, mais après il y a des mesures, des outils, un travail pour aller à la reconnaissance internationale et compléter, vous voyez. Mais il y a beaucoup de travail à faire au niveau national, surtout il faut avoir des systèmes qui inspirent confiance. C'est ça, c'est des systèmes crédibles avec des critères qui donnent confiance, et après on va parler du placement de ce système, et c'est pas du cas par cas, parce que lorsqu'il raisonne par rapport à notre système, c'est dans sa totalité. C'est éducation, c'est formation professionnelle, c'est enseignement supérieur. Surtout par rapport à votre chaîne, c'est éducation, enseignement supérieur. Le gap, ce que j'ai remarqué, peut-être que c'est pas ça, mais disons que c'est un espace de dialogue et d'échange. Il y a un gap par rapport à l'ingénierie de construction des diplômes et l'ingénierie de formation et l'ingénierie de certification. C'est très important parce qu'avec ce maillon-là, on va répondre aux besoins du marché du travail. Le fait de concevoir des diplômes avec des curricula, avec des référentiels, là, c'est tout un métier. C'est tout un métier, et j'ai dit tout à l'heure qu'on a notre centre national d'ingénierie, on a presque 50 d'ingénieurs qui font que ce travail-là, développer les référentiels. Après, parce que ça, c'est national. Je vous donne, parce que lorsqu'on parle tout à l'heure de catalogue, ou bien l'annuaire, ou bien une plateforme, tout ça, il faut mettre des standards. Après, la mise en œuvre au niveau opérationnel vient les contenus de formation, la partie théorique, pratique, les enseignants universitaires, leur rôle vient après. Il faut qu'il y ait un cadre unique pour répondre aux besoins du marché. Après, ça viendra au niveau opérationnel, le rôle des universitaires. Et il y a beaucoup de possibilités. Par exemple, parmi les réflexions qu'on a eues, pourquoi pas avoir un centre national. Le CNEFIF, ça devient un centre national. Ça pourrait être une recommandation au Conseil supérieur d'éducation et d'enseignement. Profiter d'Erasmus+, du PAS pour former des noyaux durs au niveau des universités. Faire des noyaux durs, faire la duplication, et ça va avec un apprentissage, c'est-à-dire progressif, on arrivera à un genre. L'autre chose, c'est les commissions sectorielles. Les commissions sectorielles, c'est très important. Pensez à inviter les professionnels au niveau de ces commissions sectorielles. Pensez à un partenariat institutionnel avec des représentatifs des fédérations, et il faut instaurer un dialogue parce qu'il faut parler avec eux pour identifier leurs besoins et pour bien répondre. On a l'Observatoire national des emplois et qualifications qui travaille sur la veille prospective, identification, anticipation des besoins. Aussi, vous pouvez travailler avec l'Observatoire, parce que l'Observatoire, il est national. Il y a l'idée de faire ressortir cet Observatoire pour qu'il soit national. Donc là, j'ai parlé un peu des outils qu'on doit avoir et des organismes qu'on doit avoir en commun, aussi bien pour l'enseignement supérieur que pour la formation professionnelle. L'autre chose, si vous parlez de VAE, sincèrement, on ne peut pas mettre la VAE avec les contenus de formation qui sont dispensés actuellement au niveau de vos universités. Non plus pour les crédits, parce que vous avez dit quelque chose tout à l'heure de très important. Lorsqu'on dit compétence, c'est un seuil de réussite. Pour exercer un métier, il faut une liste de compétences et il faut avoir l'ensemble des compétences. Ce n'est pas une moyenne, ce n'est pas la scolarisation, c'est des métiers. Lorsqu'on dit un métier, c'est un diplôme, c'est des tâches converties en compétences. Vous voyez? Donc il faut maîtriser l'ensemble des compétences pour maîtriser le métier, avoir le diplôme. Donc la compétence qui manque, c'est un crédit. On peut l'avoir après. Donc ça va rationaliser un peu les parcours, le budget, les efforts, tout cela. Voilà, donc surtout pour la VAE et les microcrédits, si on veut faire quelque chose d'institutionnel, de fonder un système national, il faut vraiment repenser un peu, c'est-à-dire le paradigme de développement des compétences et instaurer une ingénierie. Ça, c'est très important. Et merci, j'espère que c'était pas loin. Merci. Tout à fait d'accord avec ce que
insister sur la formation professionnelle, mais ça dépend des pays, encore une fois, hein, mais chez nous aussi, il y a ces branches sectorielles qui sont assez bien définies. Voilà, donc, on ne part pas de rien et il faut travailler aussi avec ces acteurs-là. Merci Madame Rousseau pour votre très intéressante intervention et votre explicatif. En fait, j'ai deux petites questions pour des précisions. Je me présente. Donc, je suis Monia Ebour, je suis professeur et chercheur à l'Institut national des sciences et technologies de la mer en Tunisie et référente à la Terre. Donc, la question, en fait, vous avez un peu évoqué la certification par le sceau électronique. Que ça veut dire le sceau électronique? Est-ce que c'est, je ne sais pas, c'est l'université virtuelle? Est-ce que, parce que bon, cette notion, elle est un peu... C'est un système européen, c'est un standard. D'accord, ok. Numérique. Merci. Et donc, votre projet, donc, S4, vous avez un peu évoqué, en parallèle à votre PANPI, consortium de World Package, vous avez un comité d'experts évaluateurs. Est-ce que ce sont des experts évaluateurs du consortium, en dehors du consortium, ou est-ce que ce sont des évaluateurs qui sont en dehors et qui sont, comment dirais-je, donnés par le système Europe? Alors, du projet? C'est un peu intermédiaire, c'est-à-dire que le projet européen nous oblige à avoir un panel, un comité d'experts externes pour évaluer le projet. Mais en parallèle, on est évalué par la Commission européenne, mais on a ce comité d'experts externes qui est quelque chose d'obligatoire. C'est nous qui l'avons choisi, entre guillemets, c'est-à-dire que quand on a fait notre démarrage de projet, on s'est demandé qui pouvait expertiser notre projet, donc chacun a donné le nom de personnes dont il avait entendu parler, qui avaient telle ou telle expertise dans l'assurance qualité, dans le microcrédit, etc., dans l'évaluation. Et ensuite, on a écrit à ces gens-là, qu'on ne connaissait pas, en leur présentant notre projet et en leur demandant s'ils voulaient bien être évaluateurs externes de notre projet. Et donc, la plupart ont accepté, certains n'ont jamais répondu. Merci beaucoup, donc, monsieur. Merci, Habib. Donc, merci, Mme Sabine, de nous avoir quand même décortiqué un système très complexe avec ses différents composants. Donc, il y a un écosystème. Si on transpose tout ça au niveau tunisien, on a donc l'institution universitaire, l'université, etc. Mais si puisqu'il y a tout un process pour passer de l'étape genèse de l'idée jusqu'à l'action, la mise en œuvre et la validation et le fonctionnement. Donc, selon vous, il y a tout un écosystème. C'est vrai que nous, ça nous manque des composants de cet écosystème, ne serait-ce que l'alignement, la politique européenne, etc. Parce que les crédits, quand même, sont transférables. Quelqu'un qui va prendre des crédits d'une institution universitaire en Tunisie, c'est transférable. Mais quand même, l'écosystème, ça manque des composants. Depuis la genèse de l'idée jusqu'à sa mise en œuvre et sa validation, combien ça dure ce processus-là, combien de temps? Et puis on peut imaginer aussi, au lieu que la genèse émane de l'institution universitaire, ça peut avoir aussi que ça émane du monde industriel. Donc il y a des gens du monde industriel à partir de la littérature qui proposent des microcrédits et qui financent même ces microcrédits. Donc ça peut alléger les charges des étudiants, des institutions universitaires, etc. Donc tout le système est là. Et nous, en Tunisie, quand même, on a dans les fonctionnements des institutions, puisque vous avez dit quand même, c'est pas la peine de créer une autre unité pour manager tout ça. Donc ce sont les structures de l'institution qui vont faire tout ça.
Donc, s'il y a quand même, on a des représentants de l'industrie dans les départements, dans les conseils scientifiques, il y a aussi qui participent à l'enseignement. Il y a tout ça. Donc, et puis, si jamais c'est arrivé, on peut faire, par exemple, toute la production scientifique annuelle, au niveau des publications, des projets, des fins d'études, des mémoires, etc. Si on fait tout ça, et combien ça a résolu les problèmes de l'industrie? On peut les répertorier, parce que moi je suis un type des mines, je connais le secteur minier, il n'y a même pas 1% d'études sur les mines, puisqu'il y a un tas de choses, et quand même la Tunisie est reconnue au niveau international, pour les Anglais, on a même notre procédé à nous. C'est vrai, c'est qu'il faut quand même une occasion de faire tout ça. Et enfin, là, on peut imaginer, puisque vous avez dit le microcrédit de 2 à 15, etc., est-ce que ça se substitue au crédit dont a parlé Mme Armand, par exemple, quelqu'un qui va faire 180. Ici, il accumule des crédits. Combien d'étudiants dans son cursus peut accumuler de crédits? Et puis là, il va dire que tu es réussi, je dispose 180 crédits, plus 25 crédits, microcrédits, etc. Ou bien ça peut se substituer à ça, au lieu de faire les matières là, au niveau de la licence, il peut les faire des microcrédits, il y a une compensation pour arriver au crédit. Donc comment ça fonctionne, tout ça, pour pouvoir, est-ce qu'on peut aussi imaginer, puisqu'on est en train de parler de valorisation des acquis, et puis il a fait des acquis, il a besoin, par exemple pour le master 120 crédits, il a fait par ailleurs une quarantaine de crédits, on peut les comptabiliser au niveau de ça. Est-ce que le système fonctionne comme ça? Est-ce qu'il est souple, il est malléable, on peut faire tout ça, et puis après au niveau du ministère, pour les équivalences, pour les reconnaissances, etc. Est-ce que tout ça, ça peut travailler, donc ça peut fonctionner comme ça, ou bien il y a quand même un système de procédure quand même fermé et hermétique, et il faut vraiment s'y confirmer à ce système-là. Merci. Alors, il y a beaucoup de questions. La première sur la durée, il me semble, ça c'est très variable, hein, ça dépend de l'énergie et de l'argent qu'on met. Je vous ai montré l'exemple de l'Université de New York, ils ont travaillé pendant 3 ans. Au 3 ans, ils ont créé 20 microcrédits et 2 ans plus tard, ils en avaient 400. Là, j'ai une collègue de l'Université de Barcelone qui me disait que son président d'université a décrété qu'à la fin de l'année, il veut qu'ils aient produit 200 microcrédits. Voilà, je ne sais pas s'ils y arriveront, je vais regarder, je suis tenue au courant. Donc là, nous, on a prévu 3 ans pour établir un cadre. La plupart de nos pays du consortium n'ont pas de cadre légal, donc évidemment, il faut travailler le cadre, hein, ça a été dit tout à l'heure, c'est la première chose, hein, de regarder dans quel référentiel. Nous, on a un référentiel RNCP, on en parlera demain, référentiel national de compétences, un référentiel spécifique, ça c'est le référentiel français. On a plutôt envie de se baser sur le référentiel Écosse européen si on veut qu'il soit interopérable, mais il faut que ce soit aussi compatible. Enfin, toutes ces questions-là, on commence à se les poser en début de projet. Donc voilà, tout dépend. Si on veut extrêmement aller vite, l'Université de Charles, ils ont commencé leur projet il y a 1 an et demi, ils sortent leur premier microcrédit maintenant. Donc, typiquement, moins de 2 ans, je trouve que c'est un peu difficile. Alors après, la question sur l'empilabilité et le fait de modifier, on peut imaginer plein de choses. Je ne sais pas, mais par exemple, il peut y avoir, par exemple, nos partenaires polonais, ils ont une approche extrêmement flexible. Dans leur master, 40% des UE sont au choix sur les 120 crédits. Donc s'il y a 40% d'UE qui peuvent être au choix, donc ça veut dire qu'il y a 60% qui va être le cœur de la discipline dans laquelle ils sont diplômés, et tout le reste, ça peut être très transverse, et c'est à l'étudiant de composer son parcours d'apprentissage et donc sur son diplôme. Donc on peut très bien imaginer qu'il y ait 15, 30 ECTS de microcrédits qui viennent compléter, qui viennent se substituer, comme vous avez dit, à une partie de la formation.
faire toute la formation. Si ça a été prévu dès le départ, oui, mais sinon, ça me paraît difficile. Alors, bon, je ne peux pas vous apporter une réponse unique à cette question-là, mais on peut imaginer aussi, avec la question sur la valorisation des acquis d'expérience, si on veut faire un master en management de l'entrepreneuriat, s'il y a quelqu'un qui a déjà travaillé dans une entreprise et qui a mis en place un énorme projet dans son entreprise, on peut imaginer qu'il y a des modules qui ne serviront à rien parce qu'il a acquis bien plus pendant ces 2 années ou 3 années d'expérience professionnelle. Mais évidemment, là, je vous rejoins, il faut des process clairs sur la validation des acquis. Donc que ce soit pour les microcrédits, pour les micro-certifications, certifications ou la valorisation des acquis d'expérience, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut évaluer de quoi est capable la personne et si ça se substitue ou pas à un autre enseignement qu'on est censé donner dans le cursus. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Merci beaucoup. Donc, bon, je vais vous permettre une petite parenthèse avec, parce que Madame le ministère de la formation professionnelle, vous avez exposé, j'ai l'impression, en enseignement supérieur, on parle de plus en plus d'une université professionnalisante, dans le sens où il y a un problème d'employabilité, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un rapprochement à venir qui est plus fort entre, finalement, peut-être 2 ministères? Pourquoi 2 ministères, finalement? Si l'université elle devient professionnalisante, petit à petit, on va parler du ministère de l'enseignement supérieur qui, finalement, de formation. Je sais pas, parce que vous avez fait une très belle intervention, je ne sais pas, vous avez fait cette réflexion chez vous ou pas? Peut-être la partager avec nous. Micro. Il y a une enquête qui a été accessible en ligne pour tous les citoyens tunisiens par rapport au Conseil supérieur d'éducation et d'enseignement. Je me rappelle très bien, j'ai mis toutes ces informations-là et parmi mes propositions, c'est d'harmoniser. Le minimum, c'est d'harmoniser. Parce que le meilleur scénario, et là j'ai partagé avec vous l'expérience, avec les pays africains, parce que les pays africains, ils sont en cours de progression. Ils sont beaucoup avancés par rapport à la Tunisie. Je partage avec vous notre cadre national promulgué en 2009, il n'est pas encore mis en place. Qu'on le dise, il n'est pas encore mis en place. Est-ce que les descripteurs sont garantis au niveau des ressortissants de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur? Non. Non, ça c'est une réalité. Donc, comment parler d'un système qui inspire confiance? Comment parler d'un système crédible? Comment parler de référencement et de reconnaissance à l'international si au niveau national on a encore du travail à faire? Très intéressant. Le ministère de la formation professionnelle, on a bouclé tout le travail de l'accréditation, on a réadapté notre ingénierie, on a travaillé sur la VAE, on a travaillé sur les micro-certifications, mais la conjoncture fait que c'est la conception qui est holistique, qui prend en considération beaucoup de critères, mais pas encore. Le blocage, c'est les textes juridiques. Ils ne sont pas encore publiés. On attend encore que les textes juridiques soient publiés. On attend encore les consignes du Conseil supérieur, parce qu'ils ont dit on va mettre le tout en instance en attendant un peu les consignes. Mais l'autre fois, notre ministre il a dit non, on va quand même réagir, on va remonter l'information, nos recommandations. Alors, on a remarqué que les pays qui avancent sont les pays où ils ont intégré la formation professionnelle avec l'enseignement supérieur. Pourquoi? Parce que l'ensemble répond à des métiers... Je pense que la recommandation de ce séminaire, c'est fusionner 2 ministères. Voilà, donc il parle un peu de l'ensemble. Pourquoi? Parce que j'ai parlé tout à l'heure avec Madame Asma, c'est-à-dire après un peu le déjeuner, si on prend des secteurs, leurs besoins, il est décliné, disons, du niveau CAP, BTP, BTS, licence, master. Et là, on a un cadre qui permet de développer des curricula, des référentiels, avec tout est bien cerné, tout est bien, c'est-à-dire identifié. Vous voyez, les commissions sectorielles, on a pensé à un certain moment avoir des commissions sectorielles
formation en bâtiment. Là, il est unique. Je vous ai donné le matin l'exemple de des deux départements. Nous avons deux définitions de commission sectorielle. On ne parle pas de la même chose. Lorsque Madame parle de commission sectorielle, on veut dire le secteur des physiques, de mathématiques. Ça, c'est des secteurs pour nous. Pour vous, c'est des secteurs industriels, etc. Tout à fait. Ça s'appelle sectoriel, mais c'est pas. C'est pas tout du cake. C'est pas la même chose. C'est ça, parce que justement, je pose déjà des questions pour un peu m'imbiber davantage du contexte. Mais on peut faire migrer, parce que le fait de dire qu'on a besoin de commissions sectorielles, ça, c'est un grand pas vers l'avant. Après, on peut faire évoluer les choses. Vous voyez? Donc, comme je l'ai dit, lorsqu'il y a à un certain moment eu l'intervention d'un prof universitaire, il a dit pour l'enseignement supérieur, on parle de formation professionnelle aussi, parce que c'est des métiers avec des compétences professionnelles, c'est le même langage. Vous voyez, seulement la différence, c'est les niveaux. Je dis bien la différence, c'est les niveaux. À votre niveau, il y a la recherche scientifique, c'est ce qui est un plus. À notre niveau, non. Nous, c'est axé beaucoup sur la pratique. Vous, c'est axé beaucoup sur la théorie. Mais il faut aussi doser un peu la question pratique. La pratique, c'est quelque chose qui est très demandé par le monde professionnel. Les soft skills, on ne parle pas des mêmes soft skills, formation professionnelle et enseignement supérieur, alors que c'est les mêmes soft skills qui sont demandés par le marché du travail. Vous voyez? Donc, la moindre des choses, c'est d'avoir une harmonisation. On parle de plateforme, des certifications, parler le même langage. L'enseignement supérieur parle de domaine, nous parlons de secteur. Même le RTMC, qui est notre référentiel au niveau de l'emploi, il parle de domaine. Le mot certification n'est pas le même, le mot compétence n'est pas le même. Donc, le minimum des choses, c'est d'harmoniser. Et le meilleur scénario, c'est d'avoir un ministère qui gère l'ensemble. Donc, parce que sinon, c'est avoir aussi des mécanismes. Parce que vous voyez, parmi les problèmes du chômage, c'est la pyramide. Je termine avec ça. Parmi les problèmes du chômage, c'est qu'on a une pyramide inversée des qualifications en Tunisie. Une pyramide inversée, c'est saturé au niveau de l'enseignement. La pyramide est inversée, donc c'est saturé au niveau de l'enseignement supérieur, alors qu'il y a un manque au niveau des autres niveaux qui est la formation professionnelle. On parle de placement, de remplissage, on ne parle pas d'information et d'orientation. Et la dame qui a dit, le monsieur qui a fait tout un parcours pour être cuisinier, à la fin, peut-être avec un bon c'est-à-dire système d'information, d'orientation, on dit que vous êtes fait pour être un bon cuisinier et pas pour avoir un diplôme universitaire et être jeune. Et je termine, merci. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Monsieur, vous voulez intervenir? Merci tout le monde. Je suis universitaire, je suis chercheur, tout petit peu loin des microcrédits parce que je viens d'une faculté de médecine, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit parce que je reviens les facultés et le monde du travail, c'est deux choses qui sont complètement différentes. L'université, la faculté, les écoles sont là pour donner quelqu'un qui est prêt à l'emploi, c'est vrai, mais qui est surtout autonome. Et quand on sait que si on prépare des gens pour des jobs qui vont être là, dans 5 à 10 ans, ces jobs-là vont disparaître. Et si cette personne n'est pas prête pour évoluer, pour s'auto-former, pour s'améliorer, il ne pourra pas. S'il est vraiment prêt que pour les jobs qui sont prêts, il ne pourra pas s'en sortir. Alors que s'il a quand même une formation qui est beaucoup plus ouverte et qui est le boulot justement du théorique, et pas juste des crédits, ça va lui permettre de survivre. Et d'ailleurs, quand on regarde un tout petit peu, les gens qui ont le mieux réussi, c'est les gens qui sont sortis de leur domaine et qui ont fait autre chose à côté. Et qui vont exploser derrière. Donc du coup, juste préparer quelqu'un pour un travail, pour moi c'est vraiment très restrictif
du travail de l'université. D'où ma question. Comment vous faites pour vous préparer aux professions qui n'existent même pas encore, qu'on ne connaît pas encore? Alors, quels sont les crédits qu'on va préparer pour le lendemain? Alors ça, on ne sait pas. Mais par contre, je suis complètement d'accord, je l'ai déjà dit à 2 reprises aujourd'hui, ce qui est hyper important pour pouvoir se former, reformer tout au long de la vie, justement quand les compétences ont besoin d'évoluer ou pour changer de métier, parce qu'on en a marre, parce qu'aujourd'hui, en tout cas les jeunes d'aujourd'hui sont un peu moins comme nous, où on fait la même chose depuis 30 ans. Et qu'ils auront peut-être 4, 5, 6 métiers différents dans leur vie professionnelle. Je pense qu'une formation solide, avec des bases solides, finalement dans n'importe quelle discipline, est indispensable. Donc je ne prône pas du tout un apprentissage uniquement par des microcrédits dès le départ, parce qu'on a solide qui apprend à réfléchir, à se poser des questions, à aller au bout de quelque chose, et ça peut être vrai en philo, ça peut être vrai en droit, ça peut être vrai en physique, en maths, en médecine, peu importe. Et après, quand on a vraiment eu un minimum à réfléchir pendant quelques années, à se poser des questions, à avoir l'esprit critique, eh bien, on a aussi acquis des soft skills, sauf que c'est pas écrit, mais on pourrait écrire, parce que nos formations universitaires forment quand même à ça. Ensuite, on est capable, justement, en prenant des microcrédits, on serait capable de se former aux nouveaux jobs de demain. Alors, ceux de demain, on les connaît, ceux d'après-demain, on ne les connaît pas. Donc, l'idée, c'est cette formation vraiment solide de base, et ensuite pouvoir donner les compléments au moment voulu de l'individu, de l'apprenant, tout au long de sa vie, c'est-à-dire à un moment j'ai besoin de monter en compétence là-dessus, je suis informaticien, il y a un nouveau langage qui sort, la programmation sur iOS ou sur Android, j'ai pas appris ça il y a 15 ans quand j'étais formée, ça n'existait même pas. Voilà, là, je me forme, mais j'ai une solide formation en informatique, donc apprendre un langage, c'est pas un problème. Je veux dire, 10 heures de formation, j'ai les bases, 20 heures de pratique et je sais programmer. Voilà. Donc, ça, c'est le métier de demain, enfin d'aujourd'hui, programmer des applications de téléphone portable. Demain, ce sera autre chose, en informatique, je ne sais pas le dire. Peut-être qu'un informaticien le saurait. Mais voilà, et donc, petit à petit, en discutant avec les besoins des entreprises, on va faire évoluer le métier. Hier, on apprenait à faire des moteurs thermiques à ceux qui faisaient des moteurs. Aujourd'hui, il faut faire des moteurs électriques, il faut faire des batteries. Les métiers ont changé et demain, ce sera encore autre chose. Merci beaucoup, merci pour tous les intervenants. Je pense que l'intervention de monsieur l'a rééquilibré un petit peu, donc qu'il y a des opportunités de rapprochement incroyables, mais il y a aussi des spécificités de chacun à garder, à renforcer. Sur ce, je pense que le débat a été très passionnant cet après-midi, mais je pense qu'il faut, après votre permission, je déclare la session close, pour qu'on puisse partir à autre chose. Merci beaucoup, Sidi, merci beaucoup. Donc, Khalid Dachdi, donc je m'excuse, donc vous avez parfaitement bien assuré la session. Un grand merci à notre invité, donc Sabine Bottin-Rosso, qui a bien expliqué les notions de microcrédit et on a donné une grande part de la session questions-réponses et ça me fait plaisir d'avoir cette interaction. Un grand merci à vous. Alors donc, avant de terminer, je vais appeler qu'on a demain un atelier. Donc, on a atelier, comment élaborer un plan d'action local. Donc, pour la Tunisie. L'atelier de demain, on va partir d'un call classique et à partir de ce call-là, on va faire la création de microcrédits. Donc, je trouve la partie pratique, c'est très important la présence de d'accord. Donc, soyez à l'heure demain, à partir de 9h, s'il vous plaît, parce qu'on va dispatcher les équipes en tableau, avec les flipcharts.
باش نخدموا en équipe. Donc ماذا بينا تجيو في الوقت باش donc تبداو donc avec la même compréhension de l'atelier وما تفوتكمش حاجه donc par rapport à ça. Voilà, un grand merci à vous. ان شاء الله يكون donc l'atelier نتاع اليوم donc السيمينار نتاع اليوم donc يكون في ليزاتونت نتاعكم. ان شاء الله تكون حصه الكفايه. Donc ان شاء الله تكون نيتوركينغ صار بيناتكم. Donc voilà, et un grand merci à vous. Je remercie l'équipe hier, donc c'est donc grâce à l'équipe hier qu'on a pu donc faire ces événements-là. Donc je remercie nos partenaires, donc ministère, la délégation de l'Union européenne et donc l'APR et tous nos partenaires. Je remercie le bureau Erasmus+, le staff Imen Amouri, Ranam Timet, donc Ramzi Shrif, et donc pour donc avoir assuré donc l'événement donc Mabarna. Et je remercie la régie qui a été toute la journée pour assurer donc mise en place les scènes donc et tout. Je remercie la modératrice interne Madame Ladé donc de l'Express FM. Et voilà, donc je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Merci. À demain, Inch'Allah. Merci beaucoup.